connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bonjour maître. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cabinet. Alors, nous sommes bien le conseil du président Alinko Bilebinze. Oui, président Alinko Bilebinze m'a bien constitué, a bien demandé que je sois pour la défense de ses intérêts dans cette procédure comme bien dans bien d'autres procédures. Alors, jusqu'à présent, au sujet de ce que vit actuellement votre client, plein de choses sont dites sur ce qui s'est passé de son arrestation. Vous nous direz ce que vous pensez de la manière par laquelle il a été interpellé, mais surtout de ce qui lui est reproché en termes de chef d'accusation et comment toute cette procédure s'est déroulée jusqu'à maintenant. Merci, merci d'être venu me voir au lendemain du placement sous mandat de dépôt de M. Alinko Bilebinze par le juge d'instruction en charge du premier cabinet. Je crois que c'est l'occasion pour moi de vous indiquer ce que j'ai pu observer après avoir eu un entretien d'1h10 avec mon client à la DGR. Je crois que c'est vendredi. Je suis arrivé à la DGR, j'ai demandé à le rencontrer. On nous a dit d'attendre parce que le ministère, le parquet, le procureur était là-bas, était en train d'échanger avec lui et qu'après je devais passer à mon tour avec ma consoeur. Nous avons attendu, je crois qu'il pour de 16 heures par là, on nous a appelés et nous avons eu dans un bureau un entretien de toute façon tel que le prévoit le code de procédure pénale. Le code de procédure pénale dit que l'avocat a le droit de s'entretenir avec son client lorsqu'il s'agit de l'enquête préliminaire. Nous avons eu cet entretien de 1h10. Et au cours de cet entretien, j'ai bien voulu savoir les raisons pour lesquelles il avait été interpellé. Il m'a dit comment ça s'est passé. Il m'a dit qu'il sortait de chez lui. Il était autour de 17 heures par là. À peine il amorce la voie principale, qui voit un véhicule qui vient barrer devant lui, un autre derrière, un autre en face pour l'empêcher de circuler. Et après, les gens sont montés à bord de son véhicule encagoulés. Ils ont pris ses téléphones, il leur a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et après, on lui a dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Il dit qu'il m'arrête. On m'arrête pourquoi? On dit, monsieur, continuons. Vous allez savoir devant pourquoi vous êtes arrêté. Ses téléphones étaient déjà arrêtés, donc il n'avait plus la maîtrise d'appeler qui que ce soit. Voilà. Et on l'a mené. Et on lui a dit, on va à la DGR, et il leur a posé la question de savoir qu'est-ce qui m'a rassuré que c'est la DGR. Il y a l'un d'eux qui a soulevé leur manteau pour voir le macaron DGR. Elle a dit OK. Alors donc quand il m'a dit qu'ils ont fait une espèce de tour de ville, je ne sais pas pourquoi, avec lui, après ils sont arrivés à la DGR, aux environs de 18h30, 19h. Et il étant, il a été reçu par l'enquêteur et par un enquêteur qui avait été désigné pour cette affaire, qui a lu, ou qu'il écoute, la plainte qui a été déposée contre lui par Madame Baba Amatou Amado. Il était surpris, il n'a pas compris. Il m'a dit, maître, je vous le dis comme ça, je n'étais pas en état d'arrestation, c'était un kidnapping. Il m'a dit, maître, c'est pas une arrestation, c'était un kidnapping. On est venu me prendre, je ne sais pas qui ils étaient, c'est à bord de mon véhicule qu'ils me disent qu'on va à la DGR. Je n'ai pas reçu de convocation, moi je considère que c'était un kidnapping. Et il a retiré le même terme, je vais vous le dire quand on va y arriver, quand on était devant le juge d'instruction. Il a retiré devant le juge d'instruction lui-même qu'il était un kidnapping. Alors quand on lui a dit la plainte, il se trouve que
la dame dit que elle avait fait un prêt, elle a dû donner de l'argent à Alain Claude et elle attendait que cet argent lui soit restitué, mais cet argent ne lui a jamais été restitué et que les fonctions qu'Alain Claude a occupées ont empêché qu'elle soit en contact avec lui. Mais pourtant, dans la même plainte, elle dit qu'elle était en situation difficile. Elle est allée voir Alain Claude pour solliciter une aide parce qu'ils se connaissent. Ils étaient tous dans le même parti politique. Alain Claude, voyant la difficulté dans laquelle elle était, il lui a donné 500 000. Et elle est partie chez lui comme ça 2 fois. Donc, il a dû l'assister 2 fois 500 000 francs. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire qui se trouvait dans la plainte. Alors moi je lui ai demandé de me dire la vérité dans cette histoire. C'est comme ça qu'il va me raconter qu'en 2008, alors qu'il est député, Père Mbabo Sol, vice-premier ministre en charge de la culture, organise la fête de culture. Et d'après l'arrangement qui s'est fait entre le premier ministre, vice-premier ministre Mbabo Sol et au président Omar Bongo, le feu président Omar Bongo, qui a suggéré à Mbabo Sol de choisir Alain Claude pour présider le comité d'organisation de cette fête de culture. Donc il était président, il y avait plusieurs membres, ça date, et parmi les membres, il y avait Dame Baba Ramatou Amadou, qui faisait partie de ce comité d'organisation, parce qu'ils étaient tous militants du parti de Mbabo Sol. Alors donc, ils sont à 2 ou 3 jours du début des événements, puisque le comité s'est assis à faire un budget, il y avait les sous-commissions à faire un budget, ils attendaient la mise à disposition de ce budget pour que la fête commence. Et ils étaient à 2 ou 3 jours du début de l'événement, ils n'avaient pas toujours de budget. C'est comme ça que le comité d'organisation s'est retrouvé pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Le site choisi n'était même pas encore aménagé. L'idée vient de Baba Ramatou, qui dit, Monsieur le Président, je crois que chacun de nous va essayer de mettre quelque chose sur la table, essayons de nous faire une espèce de cotisation, de contribution, qu'on pourra nous rembourser l'histoire de préfinancer l'organisation de l'activité, puis le budget tardait à venir. C'est comme ça qu'Alain Claude lui-même commence à mettre 3 millions sur la table. Les autres qui étaient dans le bureau ont mis 200 000, 300 000, 400 000. Et Madame Ramatou a donné 5 millions. En donnant 5 millions, elle a demandé, elle a exigé qu'on lui fasse un accusé de réception parce que pour elle, c'était beaucoup d'argent. Le président du comité d'organisation n'a pas trouvé d'inconvénient à cela, puisque tous avaient fait des contributions pour essayer de mettre en place un budget en attendant que le budget défini par le comité d'organisation soit mis à disposition. Donc, Alain Claude a fait sur un papier, lui, accusé de réception de la contribution de Madame Ramatou au comité d'organisation. Signé Alain Claude, président du comité d'organisation. Mais les autres n'ont pas demandé. Les autres qui avaient contribué n'avaient pas demandé qu'on leur fasse l'accusé de réception. Lui-même n'avait même pas fait l'accusé de réception pour lui. Alors, quand ils ont pu réunir comme ça 9 millions, et les 9 millions, alors qu'il leur fallait 15, c'est ce qu'il m'a dit, pour espérer bien démarrer. Mais ils n'ont pu réunir que 9 millions. C'est comme ça qu'avec les 9 millions, ils ont décidé tous de donner un peu aux sous-commissions qui avaient été mises en place. Et ça avait été distribué comme ça, avec l'idée que quand le budget viendrait, chacun va récupérer le préfinancement effectué. Mais sauf que quand le budget est arrivé, il s'est révélé insuffisant au regard de choses qu'ils n'avaient pas prévues, qui ont nécessité un financement supplémentaire. Donc le budget qu'ils avaient fait étant déjà consommé, après bon, ils sont restés, ils n'ont pas reçu, j'ai envie de dire, de remboursement sur le préfinancement. Ils sont donc allés voir le premier ministre, on va l'appeler comme ça, Mbabo Sol, pour lui dire, bon, nous on avait fait un préfinancement, vous en étiez informés, on attend. Mbabo Sol leur dit, oui, je sais, vous m'avez dit, mais j'ai posé le problème à président Bongo, j'attends qu'il me revienne et puis on va vous rembourser. Vous voyez? Alors donc, Alain Claude est reparti,
à ses fonctions de député. Mais c'est pas toujours arrivé, mais sauf que je crois quelques 6 mois après, Madame Baba est repartie vers l'INCRO pour dire, mais président, donc notre argent là, ça ne revient pas. Alors l'INCRO lui dit, toi, comme moi, tu sais, nous tous nous avons fait les contributions, je suis en train d'attendre, attendons. On a posé le problème au Premier ministre, oui, mais vous avez entendu, comme il a dit qu'il attend la solution venant de Bongo. C'est ce Bongo lui-même qui avait promis. Et c'est lui qui était le Premier ministre à l'époque, donc c'est notre président. Donc on peut lui faire confiance. Attendons. Les années sont passées. Elle n'est plus jamais revenue. Sauf elle est revenue quand elle était venue poser un problème d'ordre familial à l'INCRO. Quand il lui a donné 500 000 francs, parce qu'il assistait, il donnait de l'aide à un compagnon, militant de parti, et puis quelqu'un qui a été dans le comité d'organisation, il se connaît, il l'appelait ma sœur. Donc il est intervenu comme ça 2 fois vers les années, je crois, 2015, 2016, lui-même ne se rappelle même plus de date. Parce qu'en fait, il n'avait pas l'exigence de retenir les dates parce que pour lui, c'était pas quelque chose, c'était normal en tant que ministre. Il doit aider et comme il a toujours fait. Tenez-vous bien que en 2026, il est surpris d'être kidnappé comme lui-même l'a dit. Et il s'est retrouvé dans les conditions que je vous ai présentées préalablement, savoir qu'il sort de chez lui pour aller à un rendez-vous. Il s'est retrouvé dans cette embuscade et puis kidnappé et s'est retrouvé au Bédo pour répondre des faits d'abus de confiance et d'escroquerie, plainte déposée par Madame Baba Ramatou Amadou, qui dit qu'Alain Claude a escroqué son argent. Et pourtant, dans la plainte qu'elle dépose, elle décrit bien le scénario tel qu'Alain Claude me l'a présenté. Elle décrit bien le contexte dans lequel elle avait donné cet argent. Dans la plainte, elle reconnaît le fait tel qu'Alain Claude le dit. Mais il est surpris d'être pris pour escroquerie et abus de confiance. Ce qui éveille une seconde question, alors, au vu des qualifications des faits, sur le fait que la dame ait été à l'initiative de la contribution de l'ensemble des membres du comité d'organisation. Est-ce qu'on peut parler des prêts, puisque l'initiative vient d'elle et que les autres n'ont fait que suivre en tant que comité d'organisation? Et s'il y a prêt, le prêt est à l'endroit de qui exactement? Bon, vous savez, là, on va faire l'analyse. Je vais répondre à votre question en faisant une analyse en droit. Les faits tels que présentés, le contexte dans lequel cette remise de somme a été effectuée ne permet à aucun juriste, même à aucun Gabonais, de penser qu'il peut s'agir d'une escroquerie ou d'un abus de confiance. Il s'agit, j'ai envie de dire, de contributions militantes. Bien entendu qu'au moment de ces contributions, il avait été indiqué que chacun va récupérer ce peu financement lorsque les fonds seront mis à disposition. C'est elle qui propose que on fasse une petite cotisation en interne du comité, parce que sinon c'est une honte de démarrer. Dès cet instant, l'escroquerie, l'abus de confiance ne peuvent pas tenir en droit, puisqu'Alain Claude ne s'est jamais déplacé pour aller demander à Madame Ramatou que donne-moi de l'argent, que je vais te rembourser ou bien nous allons avoir un tel résultat. La définition de l'escroquerie signifie l'utilisation de manœuvres frauduleuses en vue de vendre un idéal à celui à qui on veut soutirer de l'argent. C'est ça de l'escroquerie. C'est prévu par les dispositions de l'article 301 du Code pénal. Escroquerie 301. Vous permettez, quiconque
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou des charges et à, par l'un de ces moyens, escroquer ou tenter d'escroquer les biens d'autrui est puni d'un emprisonnement de 5 ans ou plus et d'une amende de 20 millions au plus. Voilà ce que la loi dit en matière d'escroquerie. Vous comprenez bien que en remettant les 5 millions comme contribution, je veux dire comme préfinancement du comité dans lequel elle était membre, il ne peut pas s'agir d'une escroquerie. Sinon, l'escroquerie serait qui? Le comité d'organisation, peut-être. Et même là, il n'y a pas d'escroquerie puisque l'action ponctuelle qui a été à l'initiative de madame la plaignante aujourd'hui ne peut pas être qualifiée d'escroquerie. Il ne peut pas non plus être qualifié d'abus de confiance qui est défini par l'article 307 du code de procédure, du code pénal. Vous permettez rapidement que je vous lise cette disposition, l'article 307, abus de confiance. Quiconque a détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers marchandises, billets, quittances ou leur autre écrit contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé seront coupables d'abus de confiance. Ça veut donc dire que il faut bien que l'on fasse la démonstration que les 5 millions que madame Baba Ramatou Amadou avait remis au comité d'organisation concernaient Alain Claude Bidélisé. Parce que ce comité d'organisation qui avait plusieurs membres, parmi lesquels il y avait la dame elle-même. La dame elle-même était membre de ce comité d'organisation. Comment peut-elle prendre l'initiative de remettre à titre de contribution et penser que c'est de l'escroquerie ou c'est de l'abus de confiance? Je crois qu'il faut mourir, après on est ressuscité pour comprendre le contraire. Là, les faits pour lesquels Alain Claude de Lebenzé se trouve poursuivi aujourd'hui n'existent ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil. Ces faits n'existent ni sur le plan pénal, ni sur le plan civil. La dame ne peut poursuivre personne pour demander le remboursement. Peut-être, dans une moindre mesure, peut-être poursuivre l'administration publique. Peut-être poursuivre l'administration publique, mais encore faut-il que la contribution qui avait été faite à cette époque, en 2008, par elle, ait été formalisée de sorte que l'on puisse parler de retour sur le préfinancement. Mais en réalité, ces faits ne sont ni pénaux, ni civils. Ça n'a aucune existence juridique qui peut justifier les poursuites contre Alain Claude, ni même contre le comité d'organisation. Vous voyez? Donc, voilà pour ce qui est du regard. Je ne veux pas parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de la prescription des faits, etc. Parce que pour que l'on parle de cette prescription des faits, il faut bien que l'on dise que Alain Claude, en réalité, est tenu responsable. Mais comme le temps s'est écoulé, la dame n'avait plus raison de venir réclamer au regard des délais. Non, la prescription, oui, le fait date de 18 ans. D'accord? Mais ce fait ne peut pas être reproché à Alain Claude comme abus de confiance et escroquerie. C'est pas possible. Merci maître, on aura retenu que sur le plan du droit, cette procédure ne tient pas. Alors, de quelle lecture faites-vous de la sortie du procureur et surtout
le maintien en détention et d'ailleurs le mandat de dépôt qui en a découlé de votre client aujourd'hui? Vous savez, je ne vous ai pas dit parce que après, quand on finit vendredi, je crois que c'est vendredi, jeudi, quand on finit jeudi à la DGR, autour de 17h par là, je demande à l'enquêteur quelles sont les suites. Est-ce que vous allez présenter, parce que je sais que d'habitude, les procédures en enquête sont présentées au parquet le lundi, le mercredi et le vendredi. Comme nous sommes jeudi, moi je lui ai posé la question, est-ce que la procédure sera présentée au procureur demain ou bien vous allez simplement lever la garde à vue? Il m'a dit, maître, vous donnez la réponse. Je suis parti de là-bas. Il était 18h moins puisque j'avais des rendez-vous au cabinet. Je suis venu à premier rendez-vous. Comme ça tardait à venir. Et pour vous dire, moi j'avais du mal puisque j'ai laissé la famille qui était regroupée là-bas. N'ayant pas une information juste, je ne pouvais pas repartir là-bas pour juste venir faire la présence. Ce n'est pas digne d'un avocat quand les parents attendent une réponse par rapport à leur fils qui est en difficulté. Donc j'ai dû traîner, peut-être que la réponse viendrait. Je suis allé au vélo. Y étant, je reçois à 20h25 un appel d'un numéro non enregistré. C'est la femme d'Alain-Claude Denizé qui m'appelle, me dit, oui, je suis l'époux d'Alain-Claude Denizé. Il a besoin de vous. Il se trouve maintenant au parquet de Libreville. Je dis, il se trouve au parquet. Il dit oui. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est comme ça que je vais tout laisser. Ce que j'étais en train de faire, je fais demi-tour. Heureusement que j'avais un véhicule. Je suis un nouveau chauffeur. J'ai essayé de me redoubler pour rattraper le temps. D'abord pour venir au cabinet prendre ma robe, parce que je peux pas aller avec un tenue civique j'étais pour prendre ma robe. Le temps que je prends la robe pour arriver au tribunal, quand j'arrive, je trouve qu'il n'est plus devant le procureur. Le procureur a déjà ouvert l'information judiciaire, c'est-à-dire qu'il a déjà ouvert la procédure devant le juge d'instruction du premier cabinet. Et quand on veut le recevoir, il dit au juge que j'attends mon avocat, Maître Sarah. Je suis arrivé autour de 21h moins, et heureusement que la voie n'était pas assez encombrée. Je suis arrivé autour de 21h moins 13 par là. Alors, le gars m'a vu, m'a dit, mais vous êtes déjà arrivé, est-ce qu'on peut venir? J'ai dit, oui, vous me permettez que je m'entretienne d'abord avec mon client. Donc, je me suis entretenu avec le client, et mon confrère est arrivé, Maître Moubembe, et on a fait les constitutions, puisque c'est ce que la loi exige, que l'avocat doit déposer la constitution pour la défense des intérêts de son client. On a fait, et puis on nous a reçus. Alors, quand on nous reçoit, le juge d'instruction nous lit, et ce n'est pas un secret, l'instruction. Il nous lit puisqu'il doit dire à celui qui est poursuivi les raisons pour lesquelles il est devant lui. Donc, il lit le réquisitoire d'informer. C'est comme ça qu'on appelle l'acte que le procureur prend pour saisir le juge d'instruction. On appelle ça le réquisitoire fait l'informer. Réquisitoire d'informer. Il lit que M. Alain-Claude, vous êtes poursuivi pour le fait d'abus de confiance et d'escroquerie. Voilà. Et qu'est-ce que vous dites? Donc, il commence son travail. Oui, il commence son travail à l'interroger comme cela se doit. Et puis bon, à la fin, il nous dit, Alain-Claude, vous allez être placé sous mandat de dépôt. On dit, mais laissez-nous faire valoir notre demande de mise en liberté provisoire. C'est qu'il autorise, il accepte. Il organise donc le procès. C'est ce que la loi dit, c'est transparence. C'est ce que la loi dit. Il n'y a pas de secret. C'est ce qu'il a fait en toute transparence. Il a donc organisé, il a appelé le parquet. Et nous, les avocats d'Alain-Claude, nous avons fait valoir nos arguments pour qu'Alain-Claude ne soit pas placé. Parce que nous avons dit au juge d'instruction que cette procédure, moi je l'ai dit, que ça m'étonne que pour une infraction d'escroquerie et d'abus de confiance, et pour le fait qui semble être établi, selon ce que le procureur dit, qu'on puisse ouvrir une information judiciaire. On ouvre l'information judiciaire lorsque le fait
pour lesquels la personne est poursuivie sont des faits complexes et que le procureur n'arrive pas à voir la vérité pour envoyer à l'audience ou pour classer sans suite, il envoie donc la procédure devant le juge d'instruction pour complément, c'est-à-dire pour enquête, parce que le juge d'instruction est un juge enquêteur. Le juge d'instruction est un juge enquêteur. Et donc le procureur envoie la procédure devant le juge enquêteur lorsque les faits sont complexes. Il ne les comprend pas, il n'arrive pas à trouver une bonne qualification. Et j'ai fait savoir au juge que je suis étonné qu'une information soit ouverte à l'encontre d'Alain Claude pour l'infraction d'abus de confiance et d'escroquerie. Mais que dans tous les cas, pour ce qui est la liberté, Alain Claude a un domicile, c'est un personnage connu, il a une femme, une équipe, il est gabonais, il a assez de garanties de représentation, l'avocat étant la première, et puis il y a sa femme, il y a tout ce qu'il fait dans la vie. Donc, il va comparaître librement jusqu'à ce que vous clôturiez votre instruction. Et M. Mouvende a dit la même chose, mais il a été placé aux environs de 22 heures, 23 heures en moins. Alors, le procureur, il se trouve qu'avant, le procureur avait déjà communiqué. J'ai eu cette communication du procureur après avoir été devant le juge d'instruction, puisque ça circulait dans les réseaux. Le procureur a dit que les faits remontent entre 2008 et 2017. Les faits ont été créés en 2008, et en 2008 seulement. Mais nous avons tenté de comprendre pourquoi il est allé chercher 2017. Deux raisons. La première, c'est qu'il veut éteindre la prescription que les gens évoquent dans les réseaux. Que les gens disent que la prescription est établie, les gens ont fait l'analyse au moment des faits, quel était le code pénal ou le code de procédure pénale en vigueur. À cette époque-là, le code de procédure pénale faisait la prescription 5 ans. Actuellement, depuis 2019, c'est de 10 ans. Les gens parlent de la prescription. Donc, le procureur, en disant que les faits sont inscrits entre 2008 et 2017, bon, je n'ai pas envie de dire qu'il a créé les faits, mais dans le dossier, je vois pas là où se trouve 2017. Vous comprenez? Donc, c'est le fait majeur qui m'a intéressé quand j'ai écouté sa déclaration. Les faits ne sont pas, il n'y a pas de faits entre 2008 et 2017. Les faits sont essentiellement en 2008, quand Madame Baba Ramatou Amadou avait pris l'initiative en suggérant au président du comité d'organisation qui était Alain Claude Délizé de faire une contribution interne au comité d'organisation pour pouvoir démarrer les activités de l'organisation de la fête des cultures. Point barre. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc vous comprenez que si Alain Claude est retenu aujourd'hui, c'est pour ses faits. Mais après, j'ai une réserve argumentaire puisque nous allons faire le débat en droit par la suite devant le juge, devant la juridiction. Je ne peux pas me permettre de tout vous dire aujourd'hui, mais voilà, de façon ramassée, ce qui se passe. Mais ces faits pour lesquels il est poursuivi n'existent pas à l'encontre d'Alain Claude, ni même à l'encontre du comité d'organisation. Ces faits relèvent d'une imagination juridique. Je vais qualifier ça comme ça, d'une imagination juridique. C'est du génie juridique. Vous savez, moi, j'ai fait les études à l'université, Omar Bongo, jusqu'en thèse. Je n'ai jamais fait du génie juridique. Mais je connais des gens qui sont allés dans d'autres universités qui ont fait du génie juridique. Alain Claude est en détention préventive pour les faits qui ne peuvent pas lui être reprochés et qui n'ont aucune relation, qui n'ont aucune existence en droit pénal. Je vais inviter au moment venu, puisque nous allons communiquer, je vais inviter n'importe qui pour que le débat en droit soit fait sur ces faits. Et pour qu'on vienne nous convaincre de ce qu'il s'agit effectivement de faits pénaux ou bien de faits civils. Madame Baba Ramatou, là où elle est, je ne sais pas, elle sait ce qui se passe. Je vous en prie, je suis parti de là ce jeudi à 23 heures
Je suis parti de là avec les larmes totalement dans les yeux. Quand j'ai vu mon client en train de sortir du bureau du juge d'instruction pour l'amener à la maison d'arrêt, il a insisté, mais je m'en vais, j'ai été kidnappé. Il a dit, je ne mourrai pas là-bas, je vais revenir, mais j'ai été kidnappé. Les faits qu'on me reproche, je ne les reconnais pas. Alors donc, pour moi, il nous faut beaucoup de courage. Il nous faut beaucoup de patience. Nous attendons la suite de cette procédure que nous n'imaginons pas facile. Ce qui m'amène à le dire, c'est d'abord les conditions dans lesquelles il a été pris, les conditions dans lesquelles la procédure a été présentée au parquet, et les conditions dans lesquelles il a été placé sous mandat de dépôt. Ce trajet-là m'amène à dire, moi, avocat, que mon client, la suite de sa procédure ne s'annonce pas facile. Il faut que nous soyons patients. Maître, quand même une dernière préoccupation. Vous avez évoqué les conditions, la vitesse avec laquelle les choses se sont déroulées. Est-ce que vous avez déjà vécu dans votre carrière d'avocat des cas similaires où des personnes lambda au quartier qui se retrouvent dans des situations similaires avec des faits oui. Voilà. C'est-à-dire que est-ce que vous avez vu un Zamba, un Rondor lambda qui se retrouvent confrontés tous les deux pour une affaire d'escroquerie et une confiance et qui subissent un pareil traitement? Bon, vous savez, dans le monde de la justice, il y a souvent des erreurs de la justice. C'est pas propre au Gabon. Ça arrive partout. Moi, je considère jusqu'à présent que ce qui s'est passé est une erreur de la justice, est une erreur d'appréciation et que cette erreur va être rapidement corrigée. Je veux dire, il y a beaucoup de citoyens, de justiciables, qui parfois se retrouvent derrière le barreau. Lorsqu'on vérifie les faits ne sont pas établis. On avait pour preuve le ministre de la Justice courant le mois de mars dernier. Il a fait le tour à la maison d'arrêt. Il a sorti 274 détenus. Donc, pour la plupart, les faits n'étaient pas établis, mais qui y avait déjà passé plus de 5 ans. Il a dit que c'était pas possible. C'est au vu, tous les Gabonais le savent. Vous voyez? Donc, ça arrive que des erreurs comme ça se produisent. Mais quand ça se produit, c'est quand même un gros fil. C'est quand même un gros fil. Vous voyez, vous avez suivi dans la presse la déclaration du président du syndicat des magistrats qui a fustigé la décision qui a été prise à ce sujet. C'est donc dit que tout le monde est offusqué. Tout le monde. Tout le monde. Parce que lorsque les faits sont racontés au public, le public réagit, national ou international. Tout le monde s'en convient, tout le monde dit que ce sont des faits civils, puisque c'est une prestation qui n'a pas été pour certains, une prestation qui n'a pas été payée pour certains. Pour d'autres, c'est une dette qui n'a pas été totalement remboursée. Ça veut donc dire que l'opinion retient que ce sont des faits civils. Et l'opinion s'étonne de ce que ces faits-là soient ramenés sur le terrain pénal. Et c'est pour cette raison que le président du syndicat national des magistrats a fustigé la décision qui a été prise, qui a consisté à mettre en détention préventive M. Alain-Claude Bilivisé. Vous voyez, c'est fait. C'est ce que le public dit. Mais moi qui suis avocat, qui suis l'avocat d'Alain-Claude Bilivisé, je vais vous dire, c'est fait. N'ont aucune existence pénale, aucune existence civile. Il y a aussi dans les communications, d'ailleurs qu'on a du mal à situer, l'existence d'une reconnaissance des dettes signées par votre client. Moi, je n'ai pas eu connaissance de ça. Je n'ai pas vu ça dans le dossier. Mon client ne m'a pas parlé de la connaissance d'elle. Ce qu'il m'a dit, c'est que quand
Madame Baba Ramatou Amadou avait contribué à hauteur de 5 millions. Elle avait demandé l'accusé de réception. Puisque ce qui était établi de tout le monde, il préfinançait, c'est pourquoi il faisait des contributions volontaires. Ceux qui avaient 200 000 avaient donné, Alain Colim avait donné 3 millions et madame avait donné 5 millions. Les autres n'avaient pas demandé de reconnaître, n'avaient pas demandé des accusés de réception de contribution. Mais elle avait demandé, c'était son droit, et le président du comité d'organisation, Alain Colim, avait fait l'accusé de réception en signant Alain Colim, président du comité d'organisation. Ce n'est pas une reconnaissance de dette. Ce n'est pas une reconnaissance de dette. Ce n'est pas une dette non plus. Quand le moment viendra, nous allons communiquer, on fera la différence, ce qu'on entend par la dette et la créance. Ce sont deux notions différentes en droit, qui intéressent des personnes différentes. Ce n'était pas une reconnaissance. Il ne m'a pas dit, Alain Colim ne peut pas dire, ne peut pas me cacher quelque chose alors que je suis son avocat. Il m'a dit qu'il a fait un accusé de réception à la demande de Madame Baba. C'est tout à fait normal. Président du comité d'organisation. Donc, si on doit faire valoir la restitution de la contribution, il faut faire valoir ces restitutions auprès de qui? Par la loi, puisque ce n'est pas un comité permanent. Mais au-delà de ce que vous a dit votre client au sujet de ce document, est-ce que dans le dossier, on vous l'a brandi? Il a dit le document est dans le dossier. Et on s'étonne. C'est pourquoi tout le monde est étonné de ce qui est arrivé. Le document est dans le dossier. Donc voilà. Oui, donc, je vais terminer pour vous dire que dans les tout prochains jours, nous allons communiquer, les avocats d'Alain Colim, nous allons communiquer sur les faits et un droit. Nous allons coller à ces faits le droit pour que le public sache de quoi il s'agit. Je ne peux pas ne pas le faire, je suis son avocat. J'ai l'obligation professionnelle de mettre à la disposition de mon client tous les moyens pour arriver à un résultat. Parmi ces moyens en droit, c'est la communication. Les textes qui organisent ma profession me permettent de communiquer. Au moment venu, après la procédure qu'on nous impose en la matière, nous allons communiquer. Connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre.